Le tatouage numérique, on le trouve finalement dans plein d'applications de la vie quotidienne. Si vous regardez la télé, si vous écoutez la radio, ce que vous écoutez, c'est tatoué. Si vous allez au cinéma, ce que vous voyez à l'écran, c'est tatoué. Bonjour Teddy Furon. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au centre INRIA de l'Université de Rennes. Alors INRIA, c'est Institut National de Recherche en Sciences et Technologies du Numérique. Oui, c'est ça, oui. C'est ça. Alors vous êtes directeur de recherche à l'INRIA donc, et vous êtes le pionnier du tatouage numérique. Alors le tatouage, tout le monde voit ce que c'est à peu près, l'encre, l'aiguille, etc. Là, c'est complètement différent. Comment on peut résumer ça ? Donc le tatouage numérique, c'est une technique informatique qui appartient au domaine de la dissimulation d'informations. Donc le tatouage va cacher des informations dans des contenus hauts. Les messages qu'on cache, ce sont des messages binaires, donc interprétables par des machines. Les contenus hauts, ça va être des contenus numériques, donc des images, de la vidéo, de l'audio, voire même parfois du texte. Et puis caché, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour une image, par exemple, je vais modifier les valeurs des pixels, je vais un peu modifier l'image, mais de manière imperceptible. L'humain ne voit pas de différence entre l'image originale et l'image tatouée. Et pourtant, il y en a une, parce que l'image tatouée, si je la donne à un deuxième algorithme, qui est un décodeur de tatouage, il va me retrouver le message que j'ai caché. Et autre chose, pour le tatouage, il faut que ça soit robuste. C'est-à-dire que si l'image tatouée, elle subit des modifications, elle a été compressée, on a diminué sa taille, on a retiré un petit bout, on a fait un crop, on doit pouvoir retrouver le message qui est caché. Alors on va parler tout à l'heure de l'importance du tatouage numérique aujourd'hui, surtout sur les contenus générés par l'intelligence artificielle. Mais j'aimerais d'abord revenir un peu sur votre parcours, sur les origines de ce tatouage numérique et de vos recherches dessus. Vous avez commencé à travailler sur le sujet en 1998 dans votre thèse à Télécom Paris, c'est ça ? Oui. Ouais. Alors juste pour les personnes qui regardent la vidéo, 1998, c'était pas la même époque. Faut mettre les choses un peu dans le contexte. On a préparé quelques sons pour ça. 98, on est obligé, c'est dans l'actu, il y avait ça. Ouais. Voilà, on est un peu dans l'ambiance. 98, c'est aussi ça, pour ceux qui connaissent, qui se souviennent. Si, ça me dit quelque chose, ça. C'est Windows 98, ouais, voilà, c'est ouais. quand on allumait les D'accord, PC okay. À l'époque. Et bien sûr, 1998, c'est aussi ça. Bon, là, forcément, tout le monde connaît aussi. C'est le fameux modem qu'on a vite oublié. Tout ça pour dire que 98... Forcément, c'était beaucoup moins, il n'y avait pas encore d'intelligence artificielle grand public, on va dire. C'était quand même, en 98, j'ai vu la naissance de Google, le lancement du premier iMac par Apple, la création du premier lecteur MP3 aussi en 98. Ma question est toute simple, à l'époque, qu'est-ce qui vous a pris de vouloir étudier le tatouage numérique dans une époque où le grand public avait encore un peu de mal à se connecter à Internet ? À l'époque, Hollywood a très peur, parce que l'industrie de la musique s'est fait piller avec les graveurs de CD, et les réseaux peer-to-peer, Napster. Voilà, donc Hollywood sait que les graveurs de DVD vont bientôt sortir, que Hollywood est en train de préparer un nouveau format, ce sont les Blu-ray, d'une qualité bien supérieure, qu'ils auront du mal en fait à sortir un autre format avec une qualité encore meilleure. On est vraiment au bout de ce qu'ils savent faire, et donc ils se disent il faut vraiment qu'on mette le paquet sur la protection des contenus. Et donc Hollywood va obliger en fait les fabricants d'électronique grand public à mettre du tatouage. On fait un bond de quelques années, du coup on est en 2015, Oui. Vous cofondez votre première start-up qui s'appelle Imatag, je crois. Moi je la trouve intéressante parce qu'elle permet de bien comprendre, on parlait d'Hollywood là tout à l'heure, mais ce que c'est que le tatouage numérique et surtout l'application concrète dans le quotidien. En quoi elle consistait cette start-up ? Alors au tout début, on voulait donc protéger les droits d'auteur et les droits voisins des photographes. Voilà. On cherchait un système pour que les photographes soient mieux rémunérés. Bon, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'en fait, les photographes, ils n'ont pas de sous. Bon. Donc maintenant, ce que fait Imatag, donc Imatag est devenu, c'est plus une start-up, c'est une PME d'une douzaine de personnes. Donc Imatag vend des solutions de tatouage pour images fixes et vidéo, avec deux applications. Il y a la première application qu'on appelle Monitor, c'est savoir où sont les images de nos clients. Donc Imatag va scanner le web, va scanner la presse française par exemple, la presse régionale et nationale, tous les jours, et va faire du reporting pour dire, par exemple à l'AFP, voilà, aujourd'hui Le Monde a utilisé 3 de vos photos, parce qu'on a retrouvé le tatouage de l'AFP dans ces photos-là. Et donc après, l'AFP fait une facture au Monde. Voilà.
C'est ça, c'est protéger le droit d'auteur. Alors ça, c'est protéger le droit d'auteur, mais ça peut être aussi, par exemple, pour une campagne de pub, on a trouvé les visuels de cette campagne de pub dans ces sites-là, dans ces blogs-là, sur ces blogs d'influenceurs ou dans des vidéos de YouTube. Et donc, ça permet de mesurer l'impact d'une campagne de publicité. Et donc là, ça n'a strictement rien à voir avec les droits d'auteur. Ok, très bien. La deuxième application, c'est ce qu'on appelle le traçage de traître, c'est-à-dire que j'ai par exemple un document qui est sensible, que je veux partager à des collaborateurs, mais je ne leur fais pas tout à fait confiance. Donc en fait, je vais distribuer à chacun une copie de ce document, mais avec des petites modifications. En fait, il y a un identifiant qui est caché grâce à du tatouage. Et je leur dis, bah voilà, si le document fuite, je saurai qui a fait le coup. Et là encore, par exemple, ça peut servir pour la pub. Du genre une sortie mondiale d'un produit, genre un nouveau smartphone, une nouvelle voiture. Pas que ça se sache avant. Voilà, les visuels sont préparés bien à l'avance. On les donne aux distributeurs locaux et on leur dit attention, hein, il faut les utiliser que jour J de la sortie mondiale. Et donc, si vous laissez fuiter les visuels, on saura qui a fait le coup. Voilà. Du coup, le tatouage numérique, quelques années après, donc là, on est après 2015. On arrive sur l'intelligence artificielle qui commence à se développer sérieusement et je voudrais qu'on parle un petit peu des apports du tatouage numérique sur ces contenus générés par IA. D'ici la fin de l'année, il y a le AI Act européen qui va imposer à tous les fournisseurs d'intelligence artificielle de tatouer leur contenu généré et diffusé surtout en Europe. Et du coup, c'est une bonne nouvelle pour savoir ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas sur Internet. On va y revenir. C'est aussi une bonne nouvelle pour vous puisque c'est l'objet de votre deuxième startup, je crois, Label for AI. Oui. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour nous, on ne connaît pas du tout, comment ça marche le tatouage numérique sur les contenus générés par IA ? Alors, pour refaire un tout petit peu d'histoire, donc le tatouage, donc effectivement la recherche en tatouage part en 98, voilà, et pendant 10 années, il y a beaucoup de recherche qui est faite, et puis vers les années 2010, il n'y a plus rien. En fait, les techniques de tatouage sont suffisamment mûres pour les applications de la vie courante, voilà, donc en fait il y a énormément de transferts dans l'industrie, mais la recherche en tatouage, elle est morte. On parle d'un hiver du tatouage. Et puis c'est l'IA qui va nous réveiller en 2018. Alors, notamment parce qu'avec des réseaux de neurones profonds, on peut faire des techniques de tatouage qui sont bien plus robustes. Et puis quelque chose que personne n'a anticipé, c'est que y a des législateurs qui se disent mais il faut absolument que l'IA soit transparente. Ça veut dire que l'humain doit savoir quand il a affaire à une IA. L'IA ne doit pas usurper l'humain. Et en particulier, l'humain doit savoir quand il a quand il est exposé à un contenu qui est généré par une intelligence artificielle. Alors donc en Europe, il y a l'EU AI Act, mais aux États-Unis, il y a l'État de Californie qui a voté une loi, je ne sais plus son nom, la Chine aussi, Singapour, enfin voilà, il n'y a pas que les Européens. Oui, voilà. On n'est pas ni en retard ni en avance, on est à peu près comme tout le monde. Voilà. Et donc l'EU AI Act impose aux fournisseurs d'IA commerciale en Europe, toute IA qui est commercialisée en Europe, IA générative, d'insérer un signal de tatouage. Concrètement, on est, personne, tout le monde, comme tout le monde, on crée un contenu sur une plateforme d'IA, on génère une photo ou une vidéo. On ne va pas voir forcément qu'il y a un tatouage numérique dessus, mais il y en aura un, c'est ça ? C'est ça, le tatouage est invisible, la qualité de la génération de l'image ou de la vidéo, du son ou de la voix est respectée. Voilà. On a juste laissé des traces statistiques de manière intentionnel dans le contenu généré pour que ce soit plus facilement détecté après comme étant du contenu généré. Ce tatouage numérique sur les contenus générés par IA, il a quand même une volonté de lutter un petit peu contre la désinformation, contre les deepfakes, enfin en tout cas de montrer la différence peut-être entre la vraie info et de la peut-être info... Oui, et donc alors après il y a... l'alinéa numéro 2 de l'article 50, la deuxième partie qui impose aux réseaux sociaux de vérifier que les contenus sont... donc de détecter le tatouage. Voilà. Si la réponse est positive, ça veut dire que ce contenu a été généré par IA et ils ont pour obligation d'afficher à l'utilisateur. Donc sur les réseaux sociaux, il y aura des petits logos pour dire attention, ça c'est une image générée. Ok, donc ce sera déjà beaucoup plus clair pour tout le monde finalement. Oui. La question qui suit, c'est est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire piéger, vous, par un deepfake ou par une image générée par IA en pensant que c'était une vraie ? Ah bah sûrement, oui. Sûrement. Et vous avez des astuces en plus à nous donner, peut-être que celles qu'on connaît déjà ? Comme dire, l'époque où on comptait le nombre de doigts, où on regardait si les oreilles étaient bien symétriques ou pas, etc. C'est fini. C'est déjà fini. C'est fini, voilà. Ouais. Donc maintenant, les générateurs d'images laissent toujours des traces statistiques, mais elles sont plus visibles. Voilà, donc on peut apprendre
des détecteurs. Hein. On peut, comment dire, observer ces traces statistiques, les caractériser, essayer de les détecter. Mais là, c'est une machine qui fait le boulot. Et cette machine, elle a aussi un taux de faux positif et un taux de faux négatif. Parfois, elle se trompe. Hein, voilà, qu'il faut savoir évaluer. Ok. Voilà. Mais à l'œil nu, non. Ou à l'oreille, non. Alors pour terminer, Teddy, je vous propose un petit jeu. C'est un vrai ou faux. Très facile, c'est juste pour être sûr qu'on a bien compris ce que c'était que le tatouage numérique. Donc, vous répondez par vrai ou faux. Vous êtes prêts ? Oui. Alors, est-ce que le tatouage numérique vous protège des deepfakes ? C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai, partiellement c'est vrai, ouais. Si vous récupérez une photo non libre de droit, le tatouage numérique est un virus qui va contaminer votre ordinateur. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Ah, ça c'est faux. C'est faux, voilà. Si le contenu sur Internet n'a pas de tatouage numérique généré par IA, c'est que l'info elle est fiable. C'est vrai ou c'est faux ? C'est faux. Et enfin, pour finir, l'intelligence artificielle, c'est bien. Vrai ou faux ? Je ne saurais pas répondre. Il y a beaucoup d'autres risques sur la sécurité de l'IA que la génération de deepfake. Voilà. Ok, très bien. Merci Teddy. Donc, avant de terminer, je vous pose quand même une dernière question que peut-être certaines personnes qui regardent la vidéo ont déjà en tête. Mais le plus grand danger, selon vous, ce sont les deepfakes ou en tout cas les fausses informations générées par IA ou finalement le fait qu'on ne croit plus à rien sur nos écrans ? Moi, j'ai un peu l'impression qu'on ne croit plus à rien depuis longtemps, en fait. Hein. Les deepfakes, c'est pas si nouveau que ça. Ce qui est nouveau, c'est le fait que tout le monde peut en faire. En tatouage, on a une maxime, un leitmotiv qui est « Keep honest people honest ». Donc ça veut dire que les gens qui sont honnêtes, ils resteront honnêtes parce que les outils qu'ils ont à disposition auront du tatouage et donc on saura dire ça c'est du généré. Maintenant, si la mafia, si un État belligérant comme la Russie veut faire sa propre IA, ils vont pas mettre du tatouage dedans, ça c'est sûr. Voilà. Donc ça a ses limites aussi. Ok, voilà. Merci beaucoup. Participe à la solution. Voilà. Merci beaucoup Teddy. Si on est intéressé par le tatouage numérique, par l'IA en général, est-ce qu'on peut suivre vos travaux quelque part ? Est-ce que vous faites des conférences ? Alors, donc je suis le responsable d'une équipe qui s'appelle Artichaut, parce qu'en fait, on est une équipe de recherche pas... en Bretagne. Ok, voilà. Forcément. Voilà. Alors, sauf que Artichaut s'écrit d'une manière bien spécifique, A-R-T-I-S-H-A-U. Ok, bon, voilà. On l'écrira dans la vidéo. Et quand on tape ça dans Google, on tombe directement sur le site de notre équipe où il y a toutes nos publications. Ok, très bien. Merci à vous. Merci à Valentin derrière la caméra. Merci à l'INRIA qui nous a accueillis aujourd'hui à Rennes. N'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube si ce contenu vous a plu. On va en faire d'autres, promis. D'ici là, rendez-vous sur Bercy Décode. C'est la plateforme du ministère de l'économie pour lutter contre la désinformation et démêler le vrai du faux. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Et puis, à très vite. Merci.